Et salut à tous! Alors, petite vidéo improvisée, je ne sais pas si je vais les sortir avant ou après les fêtes de fin d'année, mais toutefois est-il que, bon, j'avais un petit peu de temps devant moi et je me suis dit, allez, on va présenter deux acquisitions que j'ai effectuées respectivement au mois de juin et au mois de septembre. Commençons par le légendaire Xenogears qui est sorti en octobre 98 aux États-Unis et qui n'est jamais sorti officiellement en France, comme bon nombre de JRPG de chez Square. Hein. Et il manque de peau puisque cette saga aura ses titres de noblesse en Europe 12 ans plus tard, en 2010, avec l'excellent Xenoblade Chronicles sur Wii. Alors il faut savoir qu'à l'origine, ce titre était un potentiel candidat pour devenir un futur Final Fantasy. D'ailleurs, vous voyez le 7e opus tourné derrière moi sur PC. Sous la houlette de Tetsuya Takahashi et de Soraya Saga, il faut savoir que Xenogears se veut comme un JRPG adulte, empli de symboles et de références philosophiques. Avec un ton unique qui le distingue immédiatement des autres productions Squaresoft. Hein. Dès les premières minutes, le jeu affiche sa personnalité visuelle. Alors que Final Fantasy VII utilisait des personnages en 3D avec des décors en 2D, Xenogears fait tout l'inverse. Il utilise des personnages, donc des bitmaps pour les personnages, et des décors en 3D, explorables librement. Les cinématiques, quant à elles, et contrairement à Final Fantasy VII, sont réalisées entièrement dans le style anime. Elles ont été réalisées par le studio IG, et d'ailleurs c'est assez rare pour le style JRPG sur PlayStation. Le système de combat, quant à lui, est un mix entre combat au sol, donc classique, et également combat en mecha, les fameux Gears, avec un système de combos et de ressources qui dynamise le tout. Hein. Et comme vous pouvez vous en douter, Xenogears reste une exclusivité PlayStation comme bon nombre de productions de Square à l'époque. Hein. Square travaillant en étroite collaboration avec Sony. L'histoire nous met dans la peau de Faithful Moon, qui est un jeune homme amnésique plongé dans un immense conflit politique, religieux et technologique. Xenogears explore des thèmes qui sont assez rares pour l'époque. Identité, mémoire traumatique, création et place de l'humain face à des forces supérieures. Et de fait, les thèmes qui sont abordés par Xenogears vont bien au-delà de ce qu'on pouvait voir à l'époque sur un RPG. Hein. Des thèmes qui sont assez audacieux et déroutants. C'est pourquoi cette ambiance fait partie effectivement d'une des raisons pour lesquelles Xenogears n'a jamais mis un pied en Europe, hein, ne serait-ce que par la complexité de sa traduction. À sa sortie, impossible de ne pas comparer Xenogears à d'autres cadors sortis à l'époque chez la concurrence. Hein. Je pense notamment à Suikoden 1 et 2 pour leur univers mature mais plus sobre. Nous avons également Breath of Fire 3 en tant que grand standard des JRPG chez Capcom, et également Grandia pour son système de combat et son ambiance lumineuse. Les géants du moment étaient bien évidemment les super productions Final Fantasy 7 et 8 du même développeur, tandis que Xenogears, quant à lui, s'adressait à un public plus averti, en quête d'une œuvre plus singulière et plus profonde. Et commercialement, il faut savoir que Xenogears s'en sort plutôt bien aux États-Unis et au Japon, forcément, pour une licence qui est toute jeune. La presse de l'époque en France, quant à elle, lui avait adressé une note somme toute assez convenable. Hein. Je pense notamment à Console Plus avec ses 87%, mais qui est malheureusement, qui est assez en adéquation avec la légende que deviendra le jeu. Une excellente note, mais presque modeste, hein, quand on connaît la réputation qu'aura la saga par la suite. Aujourd'hui, Xenogears est considéré comme l'un des JRPG les plus marquants de sa décennie. Hein. Audacieux, imparfait, mais inoubliable. Et pour ma part, donc, cet exemplaire, je l'ai trouvé par hasard chez mon copain Roger de la boutique de Cash and Play à Lens, qui avait fait une rentrée assez sympa de JRPG en version US et qui m'a fait, et je lui en remercie encore, un prix très très sympa. Hein. Tout simplement puisque le premier CD présente quelques griffes d'usure mais rien d'exceptionnel. Mais si on regarde l'état du CD2, c'est du sans faute. Le boîtier, quant à lui, vous pouvez le voir, il est impeccable. J'ai juste remplacé la face avant, c'est du boîtier standard, il faut juste faire attention effectivement au niveau des encoches, de ne pas les péter. Hein. Et la notice, bien évidemment, très 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 correcte. Et d'ailleurs, je serai toujours surpris du nombre d'illustrations que l'on pourra trouver dans ces boîtiers à l'époque. Hein. Vous voyez, c'est extrêmement appliqué. Hein. Vous voyez les versions US des jeux chez Square et également chez d'autres éditeurs, hein, c'est du sans faute. Hein. En termes d'application dans le boîtier, c'est du nickel, quoi. Et quant au prix, écoutez, Xenogears aujourd'hui se trouve dans la fourchette
dans une fourchette de 100 à 120 euros. Bon, c'est pas inaccessible. Ça fait partie des fourchettes des JRPG en version US qui ne sont jamais sortis à l'époque chez nous. Passons à la seconde présentation. Nous évoquerons ici The Fireman 2, Pete and Danny, qui est sorti exclusivement sur PlayStation en décembre 95 au Japon, développé par Human Entertainment et suite directe de The Fireman, sorti sur Super Famicom / Super NES. Ici, le ton de cette suite se voit plus léger, limite buddy movie, avec le duo Pete and Danny qui commente l'action tout en affrontant les incendies. Le gameplay, quant à lui, reste fidèle à son prédécesseur, puisqu'on parlera de la vue du dessus, de la gestion des flammes, de sauvetage et de la progression dans les environnements en feu. Et PlayStation oblige, nous aurons bien évidemment un gap technique par rapport à son prédécesseur, un peu plus proche du charme de l'arcade. Par rapport à son prédécesseur, The Fireman 2 se voit plus dynamique avec des environnements plus ouverts et quelques idées supplémentaires qui apportent une action plus variée. Et une fois n'est pas coutume, le jeu n'a jamais mis un pied hors Japon comme la plupart des productions Human Entertainment. Bah ouais, le premier épisode sur Super Famicom et SNES est sorti mondialement, alors pourquoi pas celui-ci? Exclusif à la PlayStation, il faut savoir que ce titre est sorti en 2 éditions, l'édition standard et la réédition budget. L'édition budget étant un peu plus simple à trouver. Quant à l'acquisition de ce titre, c'était une vraie aventure. Et ouais, parce que je vais y revenir, mais ce jeu faisait partie de ma checklist. Déjà à la Pixel Day et lors de mon voyage au Japon, tout comme Silhouette Mirage, que ce soit Akihabara, Nakano Broadway et également les petites boutiques indépendantes, j'ai absolument tout retourné et pas la trace d'un seul exemplaire. Alors il a fallu que j'attende que le jeu pointe le bout de son nez sur Yahoo Auction. Et miracle, puisque le jeu a popé avec sa rec card et non sa spin card. Bon, c'est déjà ça. Du coup, je l'ai pris, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit upgrade avec un exemplaire complet par plus tard. Et là, miracle, comme il y en a peu, puisque la spin card pop toute seule également sur Yahoo Auction. Un truc de fou, j'ai pas compris, donc du coup, je l'ai pris direct sur Yahoo Auction, ce qui m'a permis de compléter mon exemplaire. Et grâce à ces deux éléments que sont la spin card et également la rec card, me voilà donc propriétaire de cet exemplaire en excellent état, puisque inutile de vous le dire, quand on achète au Japon, pas besoin spécialement de regarder l'état des CD. Alors il faut savoir que The Fireman 2 cote à peu près dans les 100 euros. Moi, additionné, ça m'est revenu grosso modo à 60 euros en trouvant la spin card seule. Un coup de poker, je l'avoue, et preuve en est que la chance et la ténacité, la patience, ça joue quand même. The Fireman 2 reste, quant à lui, une petite curiosité pour moi, puisque on connaissait que le premier épisode en Europe. Et moi, en fait, j'avais vu déjà à l'époque quelques illustrations de cette suite sur PlayStation dans les magazines spécialisés comme Console Plus. Mais voilà, ça fait plaisir de mettre la main sur cette curiosité toute mignonne. Et voilà, écoutez, j'espère que ces deux toutes petites présentations vous ont plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, à partager et à commenter en dessous des vidéos. Moi, ça me fait très plaisir et bien évidemment, je ne manquerai pas de vous répondre. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné ce short. Et écoutez, je vous dis soit en 2025, soit en 2026. Ça dépendra quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Allez, à plus!